Quand une mère humilie son petit garçon à longueur d'année, le frappe, ne lui donne jamais aucune preuve d'amour, elle fait de ce petit garçon une telle boule de rage qu'il finit par fantasmer les pires horreurs, jusqu'à en devenir homicide dès le plus jeune âge. La société doit-elle tenir responsable cette mère pour le monstre qu'elle a créé? Dans le cas qui nous intéresse ici, il se trouve que cette femme l'a payé cher, mais des mains de son propre fils. Nous partons au début des années 70 à Santa Cruz, charmante ville balnéaire de Californie, paradis des surfeurs, des beatniks et des étudiants de toutes nationalités. Mais Santa Cruz est également connue pour être le terrain de jeu de 6 serial killers particulièrement prolifiques. Edmund Kemper, David Carpenter, Herbert Malin, Billy Mansfield. À cette liste, on peut ajouter John Dudley Frazier, ainsi que Royal Kenneth Hayes, dont on découvrira les méfaits plus tard. Nous nous intéresserons ici à Edmund Kemper, troisième du nom, plus connu sous le nom du tueur d'étudiantes ou co-ed killer en anglais. Son palmarès est de 10 meurtres, de 1964 à 1973. Ed Kemper est né le 18 décembre 1948 à Burbank en Californie. Ses parents sont Clarnell Kemper et Edmund Kemper le second. Il a 2 sœurs, Suzanne et Allen, et est le deuxième des 3 enfants de la famille. Ed est un gros bébé à la naissance. Il pesait déjà presque 5,5 kg et à l'âge adulte, il mesurera 2,6 m et pèsera près de 150 kg. Sa grande taille ne l'a pas aidé dans son enfance. Kemper était physiquement et socialement maladroit. À 4 ans, il avait déjà une tête de plus que les autres. Toute son enfance, il sera victime de harcèlement et de la cruauté de ses camarades d'école. Ed était proche de son père quand il était jeune. Il l'idolâtrait. Mais il y avait des problèmes d'alcool dans le couple. Et Ed se souviendra avec amertume que son père était peu présent quand il était jeune, fuyant sa femme aigrie et alcoolique. Le couple est très dysfonctionnel, les disputes s'enchaînent. Ed ne supportant pas leurs cris, il s'enferme déjà dans un monde fantasmé de science-fiction et d'occultisme. Sa mère est verbalement abusive envers son mari. Elle n'hésite pas à l'humilier, et celui-ci, n'en pouvant plus, décide de la quitter. Ses parents finissent par complètement se séparer et divorcer en 1957, après quoi sa mère déménage avec ses enfants à Helena, dans le Montana. On peut dire que ce fut le début du cauchemar pour le petit garçon, car elle doit maintenant subir les abus que son père encaissait. Clarnell Kemper est une femme imposante d'1,80 m et de près de 100 kg. C'était une femme triste, libidineuse, alcoolique et misandre. Elle gérait sa famille d'une main de fer et détestait tout ce qui lui rappelait son ex-mari. Elle ne lui a jamais manifesté d'amour à son petit garçon. Elle le battait violemment et l'a terrifié toute sa vie. Il était constamment rabaissé et humilié pour ce qu'il était. Pendant cette enfance dysfonctionnelle, avec une mère sévère et alcoolique, celle-ci s'inquiète qu'il puisse violer ses sœurs s'il dort dans la même chambre. Et elle lui impose chaque soir des nuits effrayantes. Écoutez-le vous-même vous en parler. It was a full basement, had granite walls, hewn wood floorboards, and it looked like some old dungeon out of a castle or something. I was 8 years old, 7.5, 8 years old, and then I was very susceptible. My imagination was very livid. And there was an old furnace in the basement that had been converted from burning coal to burning and coal and wood to burning gas. And it had a central heating system with your typical radiators. And if you've ever lived in a home like that, you know the binging, the clang, the pop, the rattles, the weird sounds in the night that can be spooky to a kid. Well, at a certain time of the evening, the family left the center room, the living room of the house. My mother and my sisters, or my sisters themselves, would go up to bed upstairs, where I used to go to bed, upstairs. I had to go down to the basement. And an 8-year-old child had a tough time differentiating the reason in that. Why am I going to the basement? I'm going to hell, they're going to heaven. Earth is the living room. I'm going down to deal with demons and monsters and ghosts and all the things that scare me. They don't have to. If you can imagine
me going down a staircase of rough-hewn wood. There's no guardrail, so one step wrong and you're off into this black pit. I turn on the light, it's a little circular light switch, and a single naked bulb goes on down at the bottom of these stairs, okay? So I turn that light on, I open the door, I close the door because my mother complains of the cold coming in from the basement. I go down the stairs, I get to the bottom, I do a 180-degree turn, and I walk the full length of the house on this floor with these pipes rattling and wheezing and banging over my head. It's pitch black ahead of me, and the only light is behind me hanging down from the ceiling. I'm now cut off from the house, cut off from them. I walk this full length into the darkness, from this gradients of light into complete darkness, groping around in the dark. I do about a 45-degree angle when I get to the end. And I pull the string and it lights up this end. And then I'm supposed to walk all the way back to the other end, turn that light off, and now walk toward the light from the dark. And I've got this horrible terror going on inside of me. And this is every night. This is every day because it's pitch black down there, no windows. She didn't intend all of this. And when I sniveled about it, when I complained and I cried about it, I got smacked in the head. You know, what's the matter with you? Quit being... Il est terrorisé. Sa mère refuse qu'il ait une lampe supplémentaire car cela coûte trop cher. Il a peur des rats, des bruits dans les tuyaux au-dessus de sa tête et même les flammes de la chaudière se reflétant sur le mur. Il développe des fantasmes morbides. Il y en a un qui deviendra le plus prégnant de toute sa vie. Il s'agit de posséder des têtes de femmes décapitées. Ce fantasme saugrenu lui est venu après avoir assisté à un spectacle de magicien. Elle dira plus tard: quand j'étais jeune, j'avais environ 8 ou 9 ans, je suis allée à ce petit magasin. Il y avait une foule d'enfants et un spectacle de magie. Vous avez probablement déjà vu ce gars avec sa fausse guillotine où il a placé une pomme de terre. Quelqu'un met son cou dans le trou. Il lâche la lame et la pomme de terre en dessous se coupe en deux. Mais la tête de la personne est intacte. Et tout le monde était ébahi. Je suis debout dans cette foule et le gars veut un bénévole parmi le public. Une très belle jeune fille de 16 ans s'est levée tout en gloussant. Et j'ai commencé à être fascinée. J'étais déconnectée de la réalité. Évidemment, j'aurais dû me rendre compte que ça ne pouvait pas être vrai. On ne décapite pas quelqu'un au milieu du Montana. Mais le concept était si brut et si moustillant. L'homme faisait plein de blagues. J'ai été pris dans ses contradictions parce qu'il disait « il ne faut pas qu'elle se cogne la tête », mais il allait la décapiter. Ça m'est resté dans le crâne. Naturellement, tout le monde a poussé un cri, ils étaient tous excités. La lame tombe, ainsi que la pomme de terre. Mais la tête reste en place. Il la libère, elle éclate de rire, et il lui donne un petit prix pour être venu participer à l'expérience. C'est la première fois que je voyais une telle chose en direct. C'était bien plus fort qu'à la télé. À l'âge de 10 ans, il est déjà une boule de rage et n'a que très peu de tolérance à la frustration. Le chat de la famille en fera les frais. Il le tue en l'enterrant vivant dans le jardin. À 13 ans, il tue un deuxième chat, cette fois le stocke dans son placard, où sa mère le trouvera plus tard. Il était traversé d'idées morbides et suicidaires. À l'automne 63, Ed Kemper, maintenant âgé de 14 ans, se rend à Los Angeles dans la maison que son père partage avec sa nouvelle épouse. Celle-ci se nomme Elfriede Weber et a un fils d'un précédent mariage, Gilbert Otto, de 2 ans plus âgé que Ed. Cela ne dura qu'1 mois, mais l'adolescent se sentira heureux avec son père. La seconde, Madame Kemper, a rapidement commencé à se sentir extrêmement mal à l'aise avec son beau-fils imposant, de près de 2 mètres. Il traînait dans la maison et la fixait jusqu'à ce qu'elle s'énerve. Une fois, Ed l'a aperçu nu dans la chambre et plus tard, il dira qu'il s'était senti sexuellement excité. À Noël 63, ils partent tous les 4 à la montagne chez les grands-parents paternels Kemper. Après les fêtes, à la demande de la belle-mère Elfriede, il est décidé qu'Ed restera sur place. Les grands-parents possédaient une ferme isolée à Norfolk, une petite ville au pied des montagnes Sierra. L'adolescent se sent amèrement trahi lorsque son père lui annonce qu'il ne retournera pas à Los Angeles à la fin des vacances. Il est clairement une bombe à retardement ambulante. Ed, au début, se plaît à la ferme, même si celle-ci est isolée. Il se plaît également dans sa nouvelle école. Il fait promettre à sa grand-mère qu'elle ne l'humiliera pas, et il promet en échange de bien se comporter. Il avait une grande admiration pour son grand-père, un vrai cow-boy qui portait un 45 à la hanche.
Quant à sa grand-mère Maude, c'était une femme forte qui lui rappelait un peu trop sa propre mère. Elle ne le laissait pas ramener des amis à la maison ou participer à des activités sociales à l'école. Elle ne lui faisait pas confiance. La frustration monte et il commence à bouillir intérieurement. Son grand-père lui achète un fusil 22 long rifle et lui apprend à tirer. Kemper passe des heures autour de la ferme à tirer sur de petits animaux. Mais sa grand-mère ne voulait pas qu'il tue les oiseaux. Alors, à la demande de sa femme, son grand-père reprend le fusil. Cette punition exaspéra Ed, car cette arme servait d'exutoire à son agressivité croissante. Confiné à la maison, sa colère monte et il commence à ruminer sa rage. Après un court séjour chez sa mère, il revient à la ferme encore plus enragé qu'il en est parti. Et Maude commence à craindre le petit-fils dont elle a hérité. Le 27 août 1964, le grand-père part faire des courses à l'épicerie et au bureau de poste. Ed est assis à la table de la cuisine avec sa grand-mère. Une dispute éclate. Enragé, Kemper récupère le fusil confisqué. Sa grand-mère prononce ces derniers mots. « Tu n'as pas intérêt à tirer encore sur les oiseaux. » Il s'arrête, il pointe son fusil vers l'arrière de sa tête et tire. Maude s'affale sur la table. Il lui tire 2 balles de plus dans le dos. Il traîne ensuite son corps jusqu'à la chambre et la poignarde 3 fois si fort que le couteau se plie en deux. Ed se justifiera en disant « Je ne pensais pas qu'elle était morte. Je ne voulais pas qu'elle souffre plus longtemps. » À l'arrivée de son grand-père, celui-ci sort les courses de sa voiture, mais Ed n'arrive pas à lui avouer ce qu'il a fait. Et il lui tire une balle dans la tête, le laissant saigner à mort dans l'allée avant de le traîner dans le garage. Kemper expliquera plus tard qu'il ne voulait pas que son grand-père voie ce qu'il avait fait à sa femme. Ne sachant pas quoi faire ensuite, il téléphone à sa mère, qui lui dit d'appeler la police. Lorsque celle-ci arrive, Ed est assis calmement sous le porche. Il leur dira « Je voulais juste voir ce que ça faisait de tirer sur grand-mère. » Il ne niera jamais ce qu'il a fait, et plus tard, il en parlera ouvertement en interview. Les autorités californiennes ne comprenaient pas qu'un adolescent de 15 ans puisse être capable d'un crime aussi horrible. À l'époque, le concept de psychopathie est totalement inconnu. Sur l'ordonnance d'un juge, il passe des tests psychiatriques et est diagnostiqué schizophrène paranoïaque, ce qu'il n'était pas. Les autorités décident de le guérir plutôt que de le punir. On l'envoie donc à Atascadero, un hôpital psychiatrique pour criminels sexuels endurcis. En 1964, l'âge moyen des détenus est de 36 ans. Enfermé de 15 à 21 ans avec des gens en moyenne de 20 ans plus âgés que lui et mentalement dérangés, Ed n'a pas eu d'adolescence. À Atascadero, il est un prisonnier modèle. Il arrive à s'épanouir dans cet environnement terrible, mais où son quotidien est totalement réglé. Cette période où les adolescents découvrent leur puberté, sortent avec une petite amie, explorent les limites de la sensualité, Ed les passera avec des criminels sexuels meurtriers qui lui expliqueront tout ce qu'ils ont pu faire. Ses fantasmes sexuels deviennent de plus en plus sombres. Il apprend aussi tout ce qu'il y a à savoir sur la psychologie et la manipulation mentale. On lui teste son QI une première fois, il obtient le score d'un génie à 136. Puis une deuxième fois, il obtient alors 145. Pour les psychiatres qui le côtoient, c'est un garçon intelligent, serviable et désireux d'apprendre. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'Ed est assez intelligent pour se comporter comme s'il pouvait être réhabilité. Les mêmes fantasmes sombres ne l'ont jamais quitté. Au fil du temps, il a de plus en plus de responsabilités au sein de l'hôpital et a même finalement commencé à aider les médecins à faire les évaluations psychiatriques des autres patients. Il savait donc exactement ce qu'il aurait à dire pour persuader les psychiatres de le libérer. Et il les a donc convaincus qu'il était guéri et qu'il n'était plus une menace pour la société. Pour son 21e anniversaire, le 18 décembre 1969, Ed Kemper est libéré d'Atascadero en liberté conditionnelle. À ce stade, il a passé son adolescence dans un hôpital psychiatrique quand d'autres sont dehors, apprenant à fonctionner dans la société, apprenant à parler aux filles et être indépendant. Il a passé 5 ans de puberté dans un endroit où le sexe et la violence étaient inextricablement liés, à écouter des histoires ignobles et des fantasmes sexuels atroces. Son médecin recommande fortement qu'il ne retourne pas vivre avec sa mère, cause apparente de tous ses problèmes. Mais les autorités de l'État de Californie prennent malheureusement la décision de le renvoyer vivre chez elle. Pendant qu'Ed était à l'hôpital, maman Clarnell a entre-temps déménagé en Californie. Elle a commencé un travail en tant qu'assistante administrative à l'université de Santa Cruz. Elle n'a pas changé,
Elle continue à dominer, humilier et émasculer verbalement son fils. Ed se sent inapte aux relations avec des filles. Il ne sait pas s'y prendre et sa mère ne l'aide pas. Claire Nell lui dira un jour qu'il est trop laid pour avoir une petite amie et que personne ne l'aimera jamais. Il n'a aucune idée de comment communiquer avec le sexe opposé. Il commence alors à prendre des autostoppeurs pour se socialiser. C'est une époque où l'autostop fait partie du quotidien, en particulier pour les jeunes étudiants sur le sou, et Ed avait soif de cette connexion humaine. Également, avec l'aide de sa mère, il travaille à faire expurger et sceller son casier judiciaire de délinquant juvénile. Dans le cadre de sa liberté conditionnelle, il doit suivre des études secondaires. Il commence donc à suivre des cours de criminologie et décide de vouloir travailler dans les forces de l'ordre. En novembre 1972, son psychiatre de probation est particulièrement satisfait de ses progrès. Il dira même « Si je devais voir ce patient sans connaître ses antécédents, je penserais avoir affaire à un homme très bien adapté et intelligent, exempt de toute maladie psychiatrique. Je pense qu'il a très bien répondu aux années de traitement et de réadaptation, et je ne vois maintenant aucune raison psychiatrique de le considérer comme un danger pour lui-même ou pour tout autre membre de la société. » Et pourtant, la tête de Kemper était en fait un monde de colère, de frustration, où il fantasmait sur le viol et le meurtre de femmes. Il apparaissait comme une personne ordinaire. Ed mesure déjà 2,6 m à cette époque. Il est trop grand pour être accepté dans la police et ses rêves professionnels sont donc ruinés. Il est très fréquent que les psychopathes souhaitent des professions dans l'autorité, notamment la police. Ils aiment être en contrôle de leur environnement et des autres. Plusieurs serial killers étaient des policiers. Je ferai une vidéo sur le sujet. Toujours est-il qu'Ed passe du temps dans un bar fréquenté par les policiers appelé The Jury Room. Il se lie même d'amitié avec de nombreux officiers. Ceux-ci le considéraient comme un gentil géant poli, amical et très intelligent. Il l'appelait le grand Ed. Il fréquentera le The Jury Room nuit après nuit, écoutera les histoires des policiers. Dans le même temps, il saute d'un emploi à un autre pour finir au service des autoroutes de Californie. Il économise alors assez d'argent pour déménager de chez sa mère et habiter à une centaine de kilomètres au nord, à Alameda, près de San Francisco. Il y partage un appartement avec un ami, mais il fait des allers-retours pour retourner vivre avec sa mère quand il n'a plus d'argent. Et elle l'a toujours accepté en retour. Sa mère allait le voir à l'improviste là-bas, et elle lui téléphonait constamment. Il ne pouvait pas vraiment lui échapper, et leurs disputes se sont poursuivies et ont augmenté pendant cette période. Suite à un accident de moto, Ed gagne un procès contre l'autre conducteur et reçoit 15 000 $. Il utilisera cet argent pour acheter une Ford Galaxy de 1969. C'est au volant de cette voiture qu'il prendra les autostoppeuses. Au début, Ed les emmenait là où elle voulait aller, et en quelques mois, il avait pris plus de 150 autostoppeuses. Il s'entraînait pour les mettre à l'aise et faire en sorte qu'elles lui fassent confiance. Son cerveau enregistrait la plus petite réaction à ce qu'il disait. Il devient petit à petit un expert pour prendre les autostoppeuses, inventant des stratagèmes, comme de regarder sa montre en étant pressé pour avoir l'air moins intimidant. Il commence également à stocker des sacs en plastique, des couteaux, des couvertures, des menottes et finalement une arme dans sa voiture. Il trouve aussi le moyen de bloquer la porte côté passager avec un baume à lèvres, de sorte qu'on ne puisse plus l'ouvrir de l'intérieur sitôt monté dans la voiture. La Ford Galaxy est un coupé, il n'y a pas de porte arrière. Ed devait donc se lever pour qu'elle puisse sortir et leur ouvrir le côté passager de l'extérieur. Les filles étaient complètement à sa merci. Il était méthodique et avait tout prévu. Le 7 mai 1972, il a une énorme bagarre avec sa mère et part aussitôt chercher des autostoppeuses, mais cette fois, il sait que ce n'est plus de l'entraînement. Anne-Marie Pecci et Anita Lucchesa avaient 18 ans et étaient étudiantes à l'université de Fresno. De très jolies filles, plutôt petites et de bonne famille. Ed n'aime pas les beatniks. Il les prend en stop à Berkeley et elles veulent aller à l'université de Stanford à Palo Alto. Elles ne sont jamais arrivées. Elles furent très reconnaissantes quand Ed leur a dit qu'il serait heureux de les emmener. Mais elles ont vite compris que quelque chose n'allait pas quand celui-ci quitte l'autoroute et s'engouffre sur un chemin de terre. Soudain, il menonne Marianne Pecci, assise à l'arrière, Anita Lucchesa à l'avant essaie de sortir. Mais Ed a bloqué la poignée quand elles sont entrées.
Il leur dit carrément son intention de les violer. Pour les calmer, il promet qu'elles s'en sortiront bien si elles obéissent à ses exigences. Il menotte Marianne à la banquette arrière et force Anita à aller dans le coffre de la voiture. Son expérience du meurtre était limitée aux films et séries qu'il avait vus à la télé. Les personnages meurent en quelques secondes, que ce soit par arme blanche ou étranglement. Ed se rend alors compte que la réalité est bien différente et beaucoup plus compliquée. Il essaie d'abord d'étouffer Marianne avant de la poignarder. Mais elle se débat et mord le sac qu'il a placé sur sa tête. Finalement, il lui tranche la gorge, ce qui finit par la tuer, avant de faire la même chose à Anita, toujours dans le coffre. Il expliquera en détail sa panique, la libération de sa rage à ce moment-là. Il met les 2 cadavres dans son coffre et revient à Alameda. Sur le chemin du retour, il est arrêté par un officier de police pour un feu arrière cassé. Et c'est là qu'on voit la maîtrise de Kemper ainsi que son charisme. Ed aurait été immédiatement arrêté si l'officier avait ouvert le coffre. Et ce type d'inspection est courant aux États-Unis. Quand un policier a des soupçons sur votre attitude ou qu'il n'est pas convaincu par vos réponses. Mais il le laisse partir. Et Ed dira plus tard qu'il était aussi prêt à le tuer. À Alameda, son colocataire est sorti, alors il stocke les cadavres dans l'appartement. Il les photographie, les démembre, les décapite, les viole, puis au bout d'un certain temps, les corps sont tellement pourris qu'il est forcé de s'en débarrasser. Bien sûr, des demandes de recherche pour les jeunes filles sont déposées à la police. Mais celle-ci ne bouge pas jusqu'à la découverte du crâne de Marianne Pecce sur le mont Loma Pietra en août 1972. Celle-ci est identifiée grâce à son dossier dentaire. Près d'un mois après la découverte du crâne, Aiko Ku, une étudiante en danse de 15 ans, disparaît en faisant de l'autostop depuis Berkeley. Elle avait manqué le bus pour un cours de danse et n'avait aucun autre moyen de parvenir à sa destination que de faire de l'autostop. Ed est ravi de lui rendre service et elle monte dans sa voiture. Il conduit Aiko dans un endroit éloigné et il lui explique qu'elle est kidnappée. Bien sûr, elle devient hystérique. Mais, savant manipulateur, Ed lui explique alors qu'il veut se suicider et l'a emmené avec lui car il est très déprimé et ne veut pas mourir seul. Pour une raison quelconque, il sort du véhicule mais le mécanisme d'ouverture se bloque. Sa victime ainsi que ses armes sont à l'intérieur et hors de sa portée. Il arrive alors à persuader Aiko de lui ouvrir la portière. Kemper monte, l'étouffe jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, la viole avant de l'étrangler avec son propre foulard. Il la met dans son coffre et réitère ce qu'il avait fait à ses précédentes victimes. Simplement, elle conserve sa tête quelques jours de plus. 24 heures après le meurtre d'Aiko, Ed se rend à 2 rendez-vous simultanés avec des psychiatres dans le cadre de sa liberté conditionnelle. Bien sûr, il leur dit exactement ce qu'ils veulent entendre. Et c'est à ce stade que les médecins recommandent de sceller son dossier criminel. L'ironie est qu'il se rend à ces rendez-vous tout en ayant la tête d'Aiko dans sa voiture. Le 7 janvier 1973, il conduit le long du campus du Cabrillo College lorsqu'il rencontre Cynthia Ann Scholl, une étudiante de 18 ans. À nouveau, il se rend dans une zone boisée. Cette fois, il lui tire dessus avec un pistolet de calibre 22 qu'il vient de s'acheter. Il la met dans le coffre, puis transporte le corps dans le placard de sa chambre chez maman. Lorsque sa mère part au travail le lendemain matin, il a une relation sexuelle avec le cadavre avant de le démembrer et de le décapiter dans la baignoire. Kemper garde à nouveau la tête coupée pendant plusieurs jours, se livrant régulièrement à des fellations, avant de l'enfouir dans le jardin face à sa chambre pour la garder près de lui. Il se débarrasse ensuite des restes en les jetant d'une falaise. Ceux-ci viendront s'échouer sur une plage voisine sans qu'aucune connexion ne soit faite avec Ed. Le 5 février 1973, une énorme dispute éclate à nouveau avec sa mère, et c'est Rosalind Thorpe, 23 ans, et Alice Yu, 20 ans, qui en feront les frais. Alertée par la police, l'université de Santa Cruz avait commencé à exhorter les étudiantes à arrêter de faire de l'autostop, ou au moins à n'accepter que les trajets dans les véhicules possédant le macaron des employés de l'université. Clarnell Kemper, travaillant à l'université, celle-ci avait fourni un macaron à son fils car il venait de temps en temps la chercher. Toutes les filles qui montaient dans sa voiture à partir de ce moment ont dû se sentir en sécurité. Ed emmène Rosalind et Alice sur les hauteurs du campus et il les abat au pistolet alors qu'elles admirent la vue sur la ville. Il recouvre leur corps de couverture. Rosalind est morte mais Alice est seulement mourante. Elle gémit faiblement.
Il passe facilement les gardes de sécurité du campus en simulant sa fatigue et l'agacement de s'être fait stopper. Et il emmène les corps chez sa mère. Garé devant la maison, il les décapite directement dans la voiture et transporte les cadavres sans tête dans l'appartement pour les violer. Il démembre ensuite les corps, enlève soigneusement les balles pour éviter toute identification et le lendemain matin se débarrasse des restes dans la nature. En avril, il achète une nouvelle arme. Cette fois, c'est un revolver 44 Magnum. Mais dès qu'il sort du magasin, l'arme à la main, l'armurier fait une demande de vérification d'antécédents à la police. Ceux-ci découvrent qu'Ed a un dossier criminel pour double homicide et doivent donc lui retirer immédiatement cette arme. Ed est accosté à l'extérieur de l'appartement de sa mère. Il est très inquiet parce qu'il est convaincu que la police cherche l'arme du crime, le 22 automatique. Le policier lui dit qu'il cherche le 44 Magnum. Il l'emmène alors dans son placard, oubliant que cette arme est dans le coffre de sa voiture. Dans ce placard, il y a un fusil à lunettes et une boîte contenant certains effets personnels des étudiantes, notamment les cartes d'identification des 2 dernières victimes. Ed réalise tout à coup que le Magnum est dans le coffre et emmène précipitamment le policier à l'extérieur, l'empêchant de fouiner plus avant. Il remet ensuite l'arme. L'officier est content que ce géant très poli ne lui ait pas posé plus de problèmes. La véritable arme du crime, le 22 automatique, est cachée à moins de 2 mètres sous le siège avant de la voiture. Le 20 avril 1973 est la date de l'apothéose de sa séquence criminelle. Le fantasme de tuer sa mère, symbolisé par le meurtre de ses étudiantes, va enfin se concrétiser. Il n'a tué personne depuis 2 mois et la rage le consume. Il ne veut plus tuer d'étudiantes. Il se rend compte que la source du problème est sa mère. Ce samedi soir d'avril 1973, il attend quelques heures que sa mère s'endorme, puis se faufile dans sa chambre. Avec un marteau, il la frappe à la tête, puis lui tranche la gorge. Il la décapite et passe le reste de la nuit à abuser sexuellement de sa tête, à s'en servir de cible à fléchette et à lui hurler dessus. Il prélève également la langue et le larynx, symbole de toutes les violences et humiliations verbales qu'il a subies. Et il les jette à la poubelle. Cela ne suffira pas à calmer sa rage intérieure, puisque quelques heures plus tard, il appelle Sally Hallett, 59 ans, une amie de sa mère, et lui dit qu'il va les inviter toutes les 2 à dîner. Elle accepte et se rend chez Ed. Arrivé sur place, il la frappe à l'estomac, puis lui ceinture le cou avec ses bras jusqu'à ce que celui-ci craque sous la pression. Il avouera plus tard avoir éjaculé pendant l'action. Puis Sally est décapitée et il passe la nuit avec son cadavre. On ne perd pas les bonnes habitudes, n'est-ce pas ? Le lendemain matin, il laisse une note à l'intention des policiers et s'enfuit vers le Montana. Pendant 3 jours, sa paranoïa augmente. Il écoute la radio dans l'espoir qu'on y parle de la découverte des corps, mais il n'y a rien. Il ne dort plus, prend des tablettes de caféine en grande quantité. Il est palpitant et se rend compte qu'il perd le contrôle de lui-même, qu'il ne pourra plus s'arrêter de tuer. Cette envie incontrôlable de détruire ne s'est pas éteinte avec le meurtre de sa mère. Il sait que s'il tue encore, il n'a plus l'excuse des disputes avec Larnell pour se justifier intellectuellement. Il arrive au Colorado le lundi soir. Il a 3 armes à feu et des centaines de munitions dans sa voiture et croit être la cible d'une chasse à l'homme active. Après avoir parcouru 2200 km, il n'y a toujours aucune nouvelle de la découverte des corps. Il s'arrête alors à Pueblo et appelle lui-même la police pour se livrer. Il demande à parler à un officier qu'il connaît personnellement. Il lui avoue alors qu'il a tué sa mère ainsi que son ami. Le policier croit qu'Ed blague, mais celui-ci avoue alors les meurtres des 6 étudiantes, donnant des détails que seul le tueur connaît. Il le garde au téléphone pendant qu'il vérifie chez sa mère, puis vient le chercher. Il est arrêté et ramené alors à Santa Cruz. Sur le trajet du retour, épuisé, excité par la caféine, il raconte aux officiers tous ses crimes dans les moindres détails, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus et lui demandent d'arrêter. Le 7 mai 1973, Edmund Kemper est inculpé de 8 chefs de meurtre au premier degré. Bien qu'il ne fasse aucun doute qu'Ed est le tueur d'étudiantes, puisqu'il a avoué, son avocat décide de plaider non coupable pour cause de folie. Les 3 psychiatres appointés par le tribunal jugeront Ed sain d'esprit. Alors qu'il attend son procès, il tente de se suicider 2 fois. Vous pouvez voir les bandages au poignet sur les photos. Il essaiera d'abord de se sectionner les veines à l'aide d'un stylo, puis, une fois recousu, arrachera ses points de suture tout en se barricadant. Mais il échouera une 2e fois. Le procès commence le 23 octobre 1973. Il parlera clairement et honnêtement de ses crimes, en expliquant qu'il a tué les victimes parce qu'elles lui étaient inaccessibles et qu'il les voulait pour lui tout seul. Le procès dure 3 semaines et, sans surprise, il est déclaré coupable le 8 novembre 1973 à la réclusion criminelle à perpétuité. En 2021,
Ed Kemper a 73 ans et fait toujours partie de la population carcérale de Californie au centre médical de la prison de Vacaville, où il est considéré comme un prisonnier modèle. En 1987, il devient le coordonnateur du programme de lecture pour aveugles de la prison. Il a personnellement enregistré plus de 5000 heures de livres audio et a même reçu un prix. Il a longtemps été employé comme secrétaire, chargé de fixer les rendez-vous des autres détenus avec des psychiatres. Malheureusement, en 2015, après un accident vasculaire cérébral, Ed a été déclaré handicapé et la prison l'a forcé à arrêter tout travail administratif. Il est apparu au tribunal en fauteuil roulant la dernière fois en 2017, où il s'est vu refuser une libération conditionnelle. Edmund Kemper est un des tueurs en série les plus fascinants. Vous trouverez les documents qui le concernent, les plus pertinents et les plus intéressants dans les liens de la description. Dans la transcription écrite de son audition de 2017, il dit qu'un groupe de jeunes a racheté la maison de sa mère et lui ont proposé de vivre avec eux s'il est libéré. Il dit aussi qu'il est en correspondance avec une femme française d'une trentaine d'années qu'il aime. Une partie de notre compréhension des tueurs en série aujourd'hui vient directement des entretiens d'Ed Kemper avec le FBI. Sa contribution a grandement aidé les enquêteurs à créer des profils de tueurs et à analyser leur comportement. Si vous voulez encore vous faire du mal avec moi, n'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, faites de beaux rêves.